Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Et bref, comme toujours aussi, si vous voulez des idées de lecture, vous êtes au bon endroit. Mais avant ça, rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode. Vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais surtout pour éviter d'éventuels spoils, car ça reste des reviews de nouveaux tomes. Il y a donc forcément du spoil hormis pour les nouvelles séries. Alors cette fois-ci, on va commencer par les tomes 4 et 5 de Neun disponibles aux éditions Pika. C'est clairement le manga, la nouvelle série que je prends le plus de plaisir à lire en ce moment. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Donc si vous n'y êtes pas encore mis, franchement, n'attendez plus, c'est incroyable. On suit l'histoire de l'Allemagne nazie, donc les sombres heures de l'Allemagne. Et il y a tout un propos sur la succession de Hitler qui cherche un digne héritier, son successeur tout simplement. Et pour ce faire, il y a 13 enfants qui ont secrètement hérité de son ADN. Et une fois que l'héritier parfait a été trouvé, donc celui qui sort clairement du lot parmi les enfants, les autres sont clairement pris pour cible pour être éliminés. Voilà, ça rigole pas, ça rigole zéro. Donc forcément le prota de l'histoire Neun, qui est le 9ème d'entre eux, je vous spoil pas mais il a sa petite particularité qui le rend assez spécial, et ça va l'aider aussi à se démarquer des autres, mais bon, il y a toute une traque, comme je l'ai dit, pour les enfants qui doivent être éliminés, mais surtout, c'est un manga qui te prend aux tripes, il se passe des dingueries de malade mental, c'est incroyable, c'est excellent, lisez Neun. On passe au volume 2 et 3 de Asadora, disponible aux éditions Kana. Il n'y a pas à dire, Naoki Urasawa a l'art et la manière de savoir tenir parfaitement en haleine ses lecteurs. On n'est qu'au début de sa nouvelle série et pourtant, j'ai déjà la sensation de lire un futur classique. Asadora est déjà très efficace que ce soit dans sa narration, la qualité de ses personnages qui respirent le charisme, et plus particulièrement l'héroïne Asa qui, même enfant, effectuait déjà des prouesses afin d'aider les autres. N'importe quelle autre petite fille à sa place passerait son temps à s'apitoyer sur son sort, et à juste titre puisqu'elle a plus de nouvelles de sa famille suite au typhon, mais elle, c'est tout le contraire. Elle prend son courage à deux mains et dégage déjà l'image d'une femme forte. J'ai vraiment hâte de suivre son évolution car elle part déjà avec d'excellentes bases et un certain vécu. Asa adulte nous réserve forcément des masterclass. Ajoutez à cela une histoire bien intrigante autour d'une mystérieuse et monstrueuse créature semblant être à l'origine des plus grands malheurs du monde, ça promet pour la suite. Donc lisez Asadora, c'est clairement la pépite du moment et Kano nous propose une édition de qualité avec plusieurs pages couleurs, donc ça fait plaisir. On enchaîne avec les éditions Kazé, en commençant par le 15e opus de The Promised Neverland. Attention au spoil. Un volume centré sur une divergence d'opinion entre Emma et Norman, diamétralement opposés puisque l'une souhaiterait rétablir la paix entre le monde des démons et le monde des humains sans verser le moindre sang, tandis que l'autre prône l'éradication totale des démons pour y parvenir. Cette vision si utopique d'Emma restera le point faisant le plus défaut à la série à mes yeux. Certes, elle a le cœur sur la main, un cœur pur, et c'est tout à fait louable, mais dans un tel univers impitoyable, au bout d'un moment, tu es contraint de revenir sur tes principes et de faire quelques concessions pour le bien de ta famille. On a bien compris qu'il y avait de bons et de mauvais démons, mais là, son discours sonne vraiment beaucoup trop niais. Emma me donne l'impression de ne pas avoir évolué depuis le début de l'aventure et c'est dommage. Contrairement à Norman qui continue encore et toujours d'endosser le rôle du cerveau, la tête pensante qui a toujours plus de recul que les autres sur chaque situation. Et autre point intéressant de ce volume, le personnage de Mujika qui prend encore plus d'importance dans l'intrigue, ce qui n'est pas pour me déplaire car je l'ai toujours trouvée intrigante et dotée d'un fort potentiel à exploiter. Puis enfin on finit sur une ambiance toujours aussi mystérieuse dont Kayushirai a le secret avec un retour à Gracefield House semblant n'être qu'une illusion, et graphiquement Demizu Pozuka nous étale encore une fois sa grande classe avec un style toujours aussi complémentaire à l'univers de Kayushirai. On continue avec une petite fournée de Chainsaw Man concernant notamment les tomes 2, 3 et 4. Un manga qui monte de plus en plus en puissance tout en se démarquant toujours plus des autres. Une œuvre que l'on pourrait résumer en 3 mots, folie, violence et surtout l'audace. Car oui, Chainsaw Man met en avant des personnages assez déjantés dans un univers assez sombre, violent, dans lequel aucune demi-mesure n'est faite. Mais plus l'histoire avance et plus l'audace prend le dessus, à l'instar de ce que Tatsuki Fujimoto faisait déjà dans Fire Punch, son œuvre précédente. Que dire de plus, on apprend à connaître les différents personnages que je trouve vraiment excellents, que ce soit notre petit duo de comiques que sont Denji et Power, Aki qui se révèle plus attachant que prévu, et surtout Makima, qui semble toujours aussi insaisissable. A l'instar, l'univers continue de se dévoiler à nous en parallèle, Chainsaw Man est clairement un des mangas incontournables du moment lui aussi. Et croyez-moi, pour être à jour sur la version de Manga Plus, c'est absolument une dinguerie, vous êtes absolument pas prêts. Et je dis même pas ça pour vous hyper, je dis même pas ça pour faire le mec, mais récemment il s'est passé une chose, franchement, j'étais scotché devant mon écran. J'étais scotché, j'avais plus de mots, et j'ai rarement ressenti ça en lisant un manga. On enchaîne avec une belle fournée de Jagan puisque je vais aborder les tomes 8, 9 et 10. Les auteurs poussent toujours plus loin les concepts et les différentes thématiques de la série, que ce soit Jagasaki qui oscille toujours entre le bien et le mal, remettant ainsi constamment en cause la notion de justice, il doit faire des choix, des dilemmes qui l'obligent systématiquement à enfreindre certaines limites, des limites parfois morales,
Une approche d'autant plus pertinente lorsque l'on prend le soin de rappeler qu'il s'agit d'un flic de base. Le concept des détraqués me fascine toujours autant car il symbolise la matérialisation des plus sombres désirs qu'un être humain lambda ne peut combler, et pour couronner le tout, on entame l'arc d'Iderland, centré sur une espèce de parc d'attractions des enfers au sens propre du terme. Un arc qui développe avec brio les précédents points cités tout en apportant de nouvelles pistes de réflexion qui pousseront chacun des personnages à évoluer. Les nouveaux personnages, notamment les antagonistes ou du moins les nouveaux détraqués, car comme je l'ai dit, les notions de justice dans ce manga sont perpétuellement remises en cause, donc il n'y a pas vraiment de gentil de méchant, chacun a sa propre vision de la justice. Et bien eux aussi se montrent rapidement intéressants également. En tout cas, Jagan est vraiment un manga plaisant à lire et comme je l'ai dit, cela ne va qu'en s'améliorant, donc que demander de plus. Et pour conclure en beauté, toujours du côté des éditions Kazé, quoi de mieux que de vous parler du 22e et avant-dernier volume de Rikudo. Une série que j'apprécie énormément puisqu'il s'agit de l'un de mes mangas préférés pour faire court. Un tome qui paradoxalement ne se concentre pas sur les combats mais bien sur le but et ce qui pousse Riku à continuer la boxe. Il y a tout un développement introspectif sur notre protagoniste qui, bien que la fin de l'histoire approche à grands pas, trouve seulement maintenant les réponses à ses questions. Pourquoi s'est-il lancé dans la boxe? Était-ce seulement pour devenir plus fort, pour protéger les autres? Ce tome nous apporte son lot de révélations faisant écho au premier volume de la série. On assiste à des retrouvailles touchantes avant de nous laisser sur un cliffhanger de malade. J'ai tellement hâte de conclure ce petit bijou parce que si c'est Tokorozawa qui va coacher Riku pour son dernier combat, cela risque de nous offrir un combat et une fin mémorable. Pour conclure, Toshimitsu Matsubara semble partir sur un véritable sans faute, lisez Rikudo. On passe aux éditions Meian avec quelques nouveautés, donc dans un premier temps, Tombé du ciel, avec les tomes 1 et 2. Un manga de Suminazuki en 20 tomes, donc il est déjà terminé au Japon. Donc voici un petit synopsis. Je m'appelle Tomoki Sakurai et ma devise est la suivante. Vive la tranquillité. Vous ne pensez pas que rien ne vaut une vie normale? D'ailleurs, il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Je fais souvent le même rêve où je vois une jeune fille dont je ne me rappelle même pas le visage. Ce n'est rien de plus qu'un rêve et je ferais mieux de ne pas y penser. Mais ce jour-là, un ange est tombé du ciel. Bah écoutez, j'ai plutôt été conquis par ces deux premiers tomes. Graphiquement, c'est vraiment ce qui se faisait de mieux au début des années 2000-2010. C'est très plaisant à lire, c'est épuré. J'avais juste une petite appréhension pour le côté ecchi qui est quand même assez prononcé, mais finalement ça m'a pas sorti de ma lecture alors que moi, vous le savez, j'ai horreur de ça. Donc finalement c'est quand même l'humour qui a pris le dessus et que j'ai retenu avant tout. Parce que le côté décalé entre le protagoniste qui veut vivre une petite vie tranquille dans son coin, et du jour au lendemain, il y a une déesse, un espèce d'ange qui lui tombe du ciel sur la gueule. Voilà, c'est marrant, ça crée des bonnes situations marrantes. Et en plus de ça, ça instaure une ambiance forcément mystérieuse, parce que la déesse, on se demande d'où elle vient, pourquoi elle est envoyée sur Terre, quelles sont ses origines. Voilà, donc ça permet de créer un petit background intrigant, en plus d'avoir une bonne comédie. Donc voilà, je vous recommande cette nouveauté. On enchaîne avec une autre nouveauté des éditions Meian, dont vous avez sans doute déjà bien entendu parler grâce à son animé. J'ai nommé Konosuba. Ici on va donc s'intéresser au manga de Natsume Akatsuki, dessiné par Masahito Watari et chara-designé par Kurone Mishima. Voici un petit résumé. Le jeune Kazuma Sato, fan de jeux vidéo qui ne sortait plus de sa chambre, perd la vie dans un accident de voiture, mais c'est loin d'être la fin pour lui. Il rencontre une jolie jeune femme prétendant être une déesse qui le réincarne dans un autre monde. Mais ça, c'était sans compter sur la présence de la déesse Aqua, celle qui l'a réincarnée, ainsi que sur Megumin, une Lolita qui adore la magie explosive, et surtout, sur la difficulté de subvenir à ses besoins primaires dans ce monde où il faut quand même travailler pour vivre. Alors je n'ai pas vu l'animé donc ce fut une totale découverte pour moi, et je vais être honnête avec vous, Konosuba m'a complètement laissé indifférent. Je suis très difficile à convaincre en termes d'isekai, et bien que celui-ci nous propose tout de même un ton un peu plus humoristique et même parodique, la sauce n'a pas pris sur moi. Et ce n'est même pas le genre isekai ou son univers en soi qui m'a gêné, car il faut quand même dire ce qui est, l'univers semble très dense, très coloré, très prometteur, y a pas de souci là-dessus. C'est plus au niveau de l'humour que ça a pêché, et forcément une comédie qui te fait pas rire, forcément ça bloque un petit peu. Donc désolé pour les fans de Konosuba, mais moi personnellement, je n'ai pas accroché. Sur ce, une petite remise à jour sur Kingdom s'impose, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, et là on va aborder les tomes 35 à 46, toujours du côté des éditions Meian. Donc pour vous resituer un petit peu dans l'histoire, on se trouve après l'arc de la coalition, en commençant par un petit arc 100% politique, un petit arc entre guillemets, un complot interne dans l'état de Qin, opposant les factions du roi Sei au chancelier Ryofui. C'est aussi dans ces moments que Kingdom nous prouve qu'il s'agit d'un manga de grande qualité, puisque ses arcs plus axés politiques permettent au lecteur de souffler, permettant également en parallèle à Yasui Sahara de mettre en lumière les stratèges plutôt que les combattants. Même si bien sûr étant une œuvre centrée sur la guerre, Kingdom continue nécessairement de nous offrir des batailles et des guerres épiques où les différents soldats se livrent des duels acharnés. De ce fait, la tension est toujours au rendez-vous et le rythme instauré par le récit se veut continuellement dynamique. On a beau parler d'un manga dépassant la cinquantaine de volumes, c'est énorme, et pourtant, je n'ai encore jamais ressenti un sentiment de lassitude lors de mes lectures. Donc encore une fois, je me répète, je le répète et je le répéterai jamais assez, mais lisez Kingdom parce que c'est vraiment une référence dans son genre, c'est un classique déjà. Et enfin, pour conclure cette petite liste de lecture, on termine par les volumes 17 et 18 de Jojo Lion chez les éditions Tonkam. Et j'ai envie de dire, deux tomes parfaitement à l'image de la série, et plus particulièrement de cette 8ème partie.
Un antagoniste assez énigmatique qui tarde à se dévoiler concrètement, bien que Hirohiko Araki continue de nous donner quelques indices au fur et à mesure concernant son identité. Malgré tout, si l'antagoniste n'est pas encore identifié clairement, la menace reste quand même bien présente pour nos protagonistes, qui sont plus que jamais en danger. Araki n'a plus rien à nous prouver en ce qui concerne sa créativité à toute épreuve, mais même quand il opte pour un choix d'instant assez classique, comme le pouvoir d'altérer la pression atmosphérique, il nous instaure une tension palpable. J'ai vraiment retenu mon souffle durant toute ma lecture de ces 2 volumes, tant je me demande comment Josuke et ses amis vont parvenir à se sortir de ce merdier. Au-delà de cette tension et de tout l'enjeu de ces 2 tomes, j'ai également très apprécié le fait que l'on se focalise davantage sur le personnage de Jobin. C'est peut-être même mon personnage favori de cette partie pour le moment, donc cette mise en lumière sur ses motivations était bienvenue. Que dire de plus, lisez JoJo's aussi. Bref, on pourrait penser que cette 8ème partie est longue, voire même très longue, mais j'ai plus l'impression que tout se met en place très tardivement certes, mais c'est pour mieux connecter tous les éléments différents au final. Donc voilà, moi je kiffe toujours Jojo Lion, que dire de plus, lisez JoJo's et achetez JoJo's aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui achètent et voilà. On sait qu'il y a beaucoup de fans de JoJo's, mais achetez aussi, c'est important. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra.「主役